Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Masterclass Ingénierie 20X. Comme vous pourrez le voir, nous respectons les distances de sécurité et cette Masterclass est complètement virtuelle, mais en direct, et vous avez pu expérimenter quelques retards au démarrage. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions aux différents intervenants. Cependant, vu le nombre de personnes qui sont inscrites, ne soyez pas déçus s'il n'y a pas de réponse à votre question pendant le temps dédié. Nous y répondrons ensuite après la webcast. Donc, cette masterclass est la première d'une série où PwC pour nous faire bénéficier de visions croisées de personnalités de l'industrie ou du secteur public sur les domaines. Et pour cette première, je suis très heureux et honoré d'accueillir deux amis que l'on ne présente plus, Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Engineering pour Airbus Group, et Gilles Leborgne, qui est Executive Vice President Engineering pour Renault. Je vais démarrer de suite par leur bio. Donc, Jean-Brice est membre du comité exécutif du groupe Airbus depuis avril 2019. Il occupe les fonctions d'EVP Engineering d'Airbus Commercial Aircraft depuis le 1er janvier 2018. Et après plus de 20 ans d'expérience au sein de l'industrie, il était depuis 2012 EVP Engineering et Chief Technical Officer d'Airbus Helicopter, qu'il avait rejoint en février 2004 en tant qu'ingénieur de développement, chef de projet sur le programme d'hélicoptères militaires NH90. Enfin, Jean-Brice a débuté sa carrière en 1996 au sein de la Direction générale de l'armement, où il a travaillé sur les programmes Tigre et Super Puma. Et juste petite anecdote, il a sa licence de pilote qu'il a obtenue au sein de l'armée de terre. Jean-Brice. Oui, bonjour Alex. Et écoute, c'était un plaisir d'être avec vous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce qui est mon profil, et je pense que ce sera un plaisir de commencer par répondre à tes questions et ensuite à celles de l'auditoire. Merci. Et pour passer à la bio de Gilles, donc après plus de 30 ans passés dans le groupe PSA, Gilles est reconnu comme l'un des plus grands experts français en matière d'ingénierie et de conception de véhicules. Il a démarré sa carrière pendant 8 ans de recherche et développement sur les matériaux et les technologies pour devenir ensuite ingénieur en chef de la plateforme Citroën C3 phase 1. Et ensuite, il a pris la responsabilité des concepts avancés de véhicules pendant 7 ans. Et en 2010, il est nommé à la tête de la direction avant-projet, avant de devenir le directeur de la recherche et du développement en avril 2013, et puis directeur de la qualité et ingénierie du groupe PSA de septembre 2016 à mai 2019. En parallèle, de janvier 2015 à mai 2018, il a été aussi président du comité technique automobile au sein de la plateforme de la filière automobile. Et en 2018, il reçoit le prix Eurostar, décerné par Automotive News Europe. Et cette année, enfin l'année dernière, il a été élu l'homme de l'année par le journal de l'automobile. Et depuis le 6 janvier, Gilles a rejoint Renault et le directeur de l'ingénierie, membre du comité exécutif, et il incarne la Renaulution voulue par Luca De Meo. Bonjour Gilles. Oui, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très heureux de participer à cette masterclass. Et un point, moi, j'ai mon permis de conduire aussi, donc ça fait... Et je pense que tu as aussi ton permis de voilier largement, Ouais. avec beaucoup de galons. Donc, je vais démarrer parce qu'en fait, 2020 promettait d'une année singulière par sa symétrie, mais elle restera pendant longtemps l'année de la plus grande crise économique qu'ait connue le monde moderne, effaçant celle du début du XXe siècle. Et cette crise n'est pas simplement économique, mais aussi, je pense, un révélateur de changements profonds de nos modes de vie personnels et professionnels. Dans la presse, dans la société en général, il a été question du monde d'après, et même si je pense qu'il ne soit pas très différent de celui qui se dessinait, on peut noter une accélération notable vers un monde plus digital qui fait apparaître des fractures encore plus marquées entre les personnes. Et si on focalise sur notre sujet aujourd'hui, l'ingénierie, on a pu voir pendant le confinement et le pic de la première vague, beaucoup d'ingénieurs, indépendamment de leur domaine, qui se sont investis pour aider et proposer des solutions aux soignants. Et nous avons pu apprécier des reconceptions, des adaptations rapides, démontrant leur créativité. Aussi, même si cette crise n'est pas finie, il est important pour nous toutes et tous de comprendre comment vous, Gilles, Jean-Brice, voyez l'avenir et quel rôle vous voulez proposer à vos équipes dans les 10 prochaines années. Alors aujourd'hui, nous aborderons différents thèmes pour projeter vers cet avenir, comme l'évolution de la notion d'équipe, l'évolution des produits
est plus simple, c'est que vous pilotez deux ingénieries de taille similaire avec des compositions qui sont différentes. Il sera intéressant de voir les similitudes, mais aussi les différences qui en découlent. Mais j'aimerais revenir au mois de mars 2020 et honneur à mon dernier employeur. Gilles, peux-tu nous dire ce que tu as mis en place pour Renault en mars 2020 pour faire face à la crise? Oui, donc si on est très synthétique, on avait deux grands objectifs qui étaient d'abord de protéger la santé de nos collaborateurs et également protéger notre groupe et notre activité future. Donc, avec les membres du comité exécutif, on a commencé par établir une liste de projets dits prioritaires. Cette liste a fait l'objet de débats extrêmement vifs au sein du comité exécutif, puisqu'évidemment, tout le monde voulait être prioritaire. On a d'abord commencé par les projets réglementaires. On a commencé par protéger les projets pour lesquels les investissements majeurs avaient été réalisés. Et on a, sur cette base, je dirais, orienté les équipes soit vers du chômage partiel, je dirais, soit vers du télétravail, en maintenant aussi une partie des équipes d'expérimentation, parce qu'il y avait des projets qui étaient en phase d'intégration les plus actifs possibles. Ça, c'était géré au niveau mondial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité de l'ingénierie Renault, c'est à peu près 12 000 personnes, également réparties entre la France pour environ 6 000 et le reste réparti en Corée, Inde, Espagne, Brésil et Roumanie. Et donc, on a tout de suite mis à disposition, on a fait une task force sur tous les moyens IT, évidemment, pour que les gens puissent travailler à domicile. Donc, le pilotage était journalier, clairement, de manière à voir tous les problèmes, tous les roadblocks, de manière à les effacer les uns après les autres. Ce pilotage journalier, on l'a eu depuis de mi-mars, je vais dire, jusqu'à l'été, et même durant l'été, on a fait des points tous les lundis matins de manière à vérifier que les choses se passaient bien. Donc, clairement, une communication continue avec les équipes partout dans le monde. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup j'ai fait des séminaires, donc ça, on va en parler d'après, mais c'est presque le monde d'après. On a réussi à maintenir un lien avec des vidéos de chat au niveau mondial, exactement ce qu'on fait ici, mais au niveau mondial, de manière à ce que chacun se sente complètement inclus. Donc voilà, des projets prioritaires, l'activité fortement réduite, mais en protégeant ces projets prioritaires, le développement d'outils IT et puis un management à la journée. Voilà en quelques mots ce qu'on a mis en place. Merci. C'est vrai que je peux témoigner personnellement de ces réunions quotidiennes pendant que j'étais encore chez Renault. C'était un vrai moment important pour la solidarité et puis conserver un lien fort entre l'équipe. Et Jean-Brice, qu'est-ce qui s'est passé chez Airbus en mars? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec ce que Gilles vient de décrire. La notion de projet prioritaire, à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on est handicapé de notre capacité de production, entre guillemets, quand on parle d'engineering. Donc, il faut, avant de laisser tout le monde paniquer, il faut décider qu'est-ce qui est P0, P1, P2, P3. On est parti avec ça. Et finalement, l'équivalent du réglementaire évoqué par Gilles, c'était la sécurité des vols, c'était le soutien des clients, c'était la livraison des avions que les clients venaient encore prendre. Donc, ça a été notre tri initial. Pour ce qui est du numérique, on a une anecdote assez sympa qui est qu'on était en train de migrer vers une nouvelle suite dont je ne ferai pas la pub, mais la suite informatique d'un des géants qui permet de travailler à distance. Ça commence par un G. Et on venait de me présenter un peu avant la crise un plan de transition qui durait environ 1 an et demi, et dont je vous épargnerai le coût. Et je pense qu'on a migré 5000 lignes sur les 12 000 de l'engineering la première semaine. Donc, on est passé en force, en gros. Et ça, Donc, un vrai accélérateur digital. Voilà, et ça s'est bien passé, et ça s'est très bien passé. Ce qui m'a permis de donner une petite leçon dans les équipes, du fait que c'est quand même au pied le mur qu'on voit le mieux le mur. Et aujourd'hui, on l'utilise abondamment. Même si on n'est pas un environnement de production, mais on a quand même besoin de travail d'équipe. Il y a aussi des équipes partout dans le monde, mais il y a quand même des besoins de travail en plateau
sur des sujets complexes où on a réalisé assez vite qu'il fallait que les gens soient ensemble. Donc là, on a, avec une précaution initiale très aiguisée sur la santé de nos personnels, il a quand même fallu renvoyer les gens au travail. Alors, on a dû aussi apprendre le fait que vivre dans plusieurs pays, c'est plusieurs réglementations différentes. Actuellement, juste pour citer un exemple actuel, on a du mal à aller en Allemagne. C'est quand même, Airbus, c'est assez franco-allemand, et on a du mal à voyager jusqu'en Allemagne. À l'époque, on a réalisé ça, donc ça nous a obligé à mettre en place des mesures différentes par pays. Donc ça a un peu cassé le management transnational pendant un moment. Mais on a dû installer des équipes bleues et rouges, mettre en place tous les processus, les distances, la signalétique partout dans l'entreprise pour que les gens puissent travailler sans avoir peur, d'une part, et puis bon, après, dans le plus pur respect des règles qui étaient imposées, en essayant d'être le plus uniforme possible entre les pays. Et dernier point, ça a mis, comme ça a quand même dégagé un certain espace, on ne va pas dire d'ennui, mais d'inoccupation pour certains ingénieurs qui ne pouvaient pas faire leur boulot en étant chez eux. On a eu effectivement un grand nombre d'initiatives spontanées, type hackathon, soutien au domaine médical. On a fait du respirateur dans un peu tous les pays différemment. Dans certains pays, en Espagne, on a été fournisseur de pièces. En Angleterre, on a été le lieu de production des respirateurs du fournisseur nominal anglais. Et en France, bon, on a conçu notre propre respirateur. Parce que comme en France, on est plus intelligent que les autres pays, on a fait notre respirateur Made in Airbus. Donc, ça a été une façon aussi d'évacuer un certain stress et une volonté de servir qu'ont en général nos ingénieurs par ces travaux parallèles, on va dire, auxquels on n'a pas donné une proportion phénoménale, mais qui ont permis aussi de se regarder dans le miroir pendant cette période difficile. Oui, c'est un point d'ailleurs, excuse-moi, Alexandre, c'est un point sur lequel je n'y suis pas revenu, mais moi j'ai été vraiment impressionné par les initiatives des collaborateurs de l'ingénierie et du groupe, avec une capacité de créativité assez incroyable, avec la production de visières de protection pour les services de santé, de pousse-seringues, de coussins décubitus ventraux. Alors, j'ai appris le terme. Je cherche moi aussi. Et évidemment, tous ces partenariats locaux qui ont poussé. Et là, en ce moment, bon, je ne vais pas le mettre, mais je porte des masques groupe Renault parce qu'on a mis en route une ligne de production de masques complètement in-house. Et donc, je ne sais pas si on va les vendre derrière, mais ça pourrait être une bonne idée. En fait, sur le point sur lequel je voulais rebondir, c'est on considère que cette crise a quand même eu un impact fondamental. J'évoquais tout à l'heure les accords salariaux qu'il y avait déjà chez Renault pour un télétravail de 2 jours par semaine. Et on voit bien que la crise a poussé à faire un télétravail massif. La question que j'avais plutôt pour toi, Jean-Brice, c'est est-ce que les employés d'Airbus sont sur site aujourd'hui? Oui. Oui, les employés sont sur site. On a un graphe qu'on suit toutes les semaines pour revenir un peu à ce que disait Gilles sur la périodicité des réunions. On a été journalier pendant un moment, puis maintenant on est hebdo. On a effectivement une présence sur site qui est pas mal, en revanche, et on en a besoin. En revanche, ça nous a vraiment permis d'apprendre qu'on était capable aussi d'être efficace avec le télétravail, que ça se contrôlait. Il y a eu le télétravail d'avant, celui avec les gamins sur les genoux. Le télétravail un peu en mode forcé. Donc, j'ai une quantité de clichés en tête de la cuisine, du salon, du grenier, de la chambre d'enfant, et puis du gamin qui passe derrière et du père ou de la mère qui hurle parce que le gamin le dérange ou la dérange pendant la visio. Maintenant, on passe dans un mode plus nominal où, à quelques exceptions près, les enfants sont à l'école, on a retrouvé notre rythme. En revanche, la situation reste perturbée, puis ça nous a appris que le télétravail qui faisait l'objet d'accords d'entreprise plutôt timides pouvait être accepté, accompagné avec des limites, avec le fait que, effectivement, dans des environnements de travail en équipe, difficile d'envisager plus de 2 jours par semaine. Et après, c'est quand même très dépendant de la fonction de la personne, du rôle de la personne dans l'entreprise. Donc, il faut faire preuve d'un peu d'adaptation. Mais aujourd'hui, globalement, nos ingénieurs sont là et ont quand même gardé une partie de télétravail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi 1 jour ou 2 par semaine de chômage partiel actuellement. Donc,
Le Ouais. télétravail n'est pas forcément le sujet. Et quand ils sont en chômage partiel, les téléphones et les ordinateurs sont éteints. Gilles, en fait, je pense qu'il y a aussi une différence entre Paris et Toulouse en termes de conditions de vie. Et je sais que, enfin, dès le 6 janvier, tu avais donné des indications comme quoi tu voulais changer les règles de la vie professionnelle. Et en fait, qu'en est-il aujourd'hui par rapport à ces changements annoncés avant le Covid et, j'allais dire, perturbés ou renforcés pendant la crise? Écoute, bon, aujourd'hui, Renault ne va pas bien, hein, enfin, le groupe Renault ne va pas bien, donc de toute façon, on avait, même avant la crise, un plan qu'on a annoncé en mai, en plein milieu de la crise, on avait un plan de réduction des coûts fixes. Et tu as raison, un des points essentiels, c'est le real estate, c'est la capacité des locaux, c'est le travail en mode agile, autant d'éléments qui aujourd'hui ont été démontrés comme étant faisables avec cette crise. Et donc cette crise, moi je la considère, il faut toujours regarder les bons côtés d'une crise, parce qu'une crise, c'est aussi des opportunités. Et clairement, je considère cette crise comme une vraie opportunité, parce on a appris à bosser à distance. Et aujourd'hui, moi je souhaite lancer, c'est déjà parti, un certain nombre de transformations. Il y a un accord de télétravail jusqu'à 2 jours chez Renault, mais qui était peu utilisé, en tous les cas par rapport à mon ancienne entreprise, où j'avais des taux qui étaient de l'ordre de un peu moins de 20% par rapport à des taux de 45%. Donc, c'est des éléments que moi, je souhaite généraliser. Je souhaite aussi généraliser tout ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire l'optimisation des surfaces par rapport à l'usage, et que le temps au travail soit un temps d'échange, un temps efficace, que ce soit dans un métier ou sur un projet. Donc, on a toute une réflexion en cours qui fait l'objet évidemment de négociations avec les organisations syndicales, mais qui doit permettre d'avoir, je dirais, le génie du « et », si je dois se dire, c'est-à-dire des gens qui sont chez eux, donc dans des conditions de travail plus satisfaisantes pour eux, avec moins de déplacements, qui sont efficaces dans leur travail au quotidien et avec un mode collaboratif enrichi quand ils sont sur les lieux de travail. Donc c'est une réflexion qu'on a, qui est extrêmement motivée. Et là, je vous parle aujourd'hui du Technocentre, hein, qui est un bâtiment tout à fait remarquable, mais dont chaque bureau vide me coûte aujourd'hui 7 000 euros par an. Et donc, ça appelle des réflexions, et je dirais même plus que des réflexions, de l'action. Voilà. Oui, en fait, pour moi, c'est des changements profonds qui sont apparus et je pense que ça remet un peu aussi en cause certaines croyances sur quel est le fonctionnement optimal d'une équipe. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment vous voyez l'impact que ça peut avoir sur le développement des produits eux-mêmes, et notamment, donc, on l'a évoqué rapidement sur l'agile, qui prône souvent d'être en plateau. Mais quel va être l'impact direct? Est-ce que vous continuez dans cette démarche-là? Et je pense que j'aimerais bien que ce soit Gilles qui commence. Ouais. Bon, le développement, moi je ne suis pas un softeux de formation, mais j'ai un peu d'expérience. Les développements agiles, et j'ai été vraiment très, très, très agréablement impressionné en rentrant dans Renault. Il y a eu des déploiements d'ingénierie agile, évidemment, pour les équipes software, mais pas que. Puis il y a tout un concept de développement agile qui existe, alors qui est étendu évidemment dans le cadre de la Software Factory qu'on a mis en place, mais également pour toutes les technologies électroniques, toutes les architectures électroniques, toute la partie connectivité, et qui maintenant s'étend progressivement avec des product owners, des runs, des synthèses permanentes sur tous les domaines de l'entreprise. Et donc ça, c'est un élément qui, pour moi, n'est pas en contradiction avec ce que je viens de dire juste avant. Pourquoi? Parce qu'une semaine de travail, c'est 5 jours. Il faut, pour un acteur, acteur dans un métier et affecté à un projet, il faut imaginer du temps partagé avec un lien métier. Ça peut être 1 jour par semaine pour
avoir l'ensemble des éléments. Ça peut être quand il est affecté dans une phase très intensive d'un projet, 2 jours sur le projet et 2 jours de home working. Je pense que c'est possible. Évidemment, ça n'a de sens que quand on est plutôt dans des logiques de non-expérimentation, parce que l'expérimentateur, quelquefois, il est lié à son moyen. Donc là, c'est évident que c'est moins facile, quoique on peut faire de l'intégration continue ou du développement continu à distance. C'est des choses qui se font très bien dans les domaines systèmes. Mais par contre, je pense qu'il n'y a pas d'opposition pour maintenir un plateau agile, une part de télétravail importante et un lien avec le métier. Il faut simplement le vouloir et s'organiser. C'est vraiment ce que nous comptons faire ici chez Renault. Merci. Je pense qu'en effet, on a des démarches un peu similaires qui sont initiées chez Airbus, qui me donnent l'impression d'être un peu plus embryonnaire. Mais ce n'est pas tellement sur la démarche elle-même, mais c'est sur le sens de mettre le client au centre du développement. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de faisable, Jean-Brice? Oui, je pense que j'aurais pu dire une bonne partie des mots que Gilles vient de dire. En étant plutôt du monde des systèmes, pour ma part, je croyais à l'agile, mais justement, je me disais que ça ne marcherait pas pour le reste. Et en fait, on s'aperçoit que la méthode, le principe, il est assez scalable, comme diraient les Anglais. Et on a même eu des démonstrations de développement agile à assez grosse échelle. Alors ça s'articule, mais ça marche pas mal. Les 2 gens qui ont commencé à le faire, on est multisite, donc ils avaient déjà commencé à le faire un petit peu distant. Là, on y a été forcé. Et donc, nos différents sites ont pu commencer à travailler quasiment comme un mode normal, en distant et en agile. Alors oui, il faut du mélange, il faut quand même arriver à se voir. On parlera peut-être plus tard du côté soft, soft au sens soft skill personnel, mais bon, ça marche. Et pour ce qui est du client, effectivement, c'est une opportunité de remettre un peu le client au milieu. On a eu l'occasion de servir nos clients dans une période très difficile. Il faut voir que c'est quand même très spécial, quoi. Les clients d'Airbus aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, sont sous perfusion, quoi. Et ça va mal, et ça se lit dans la presse. Le trafic long courrier est à 10%, voire moins de 10% de ce qu'il était en 2019. Et ça, beaucoup de compagnies aériennes font leur argent du long courrier. Le court et moyen courrier ne sont que des façons de remplir le volume de l'entreprise. Donc, on a vraiment besoin d'avoir le client au milieu. Alors, on a eu des initiatives. On a fait, par exemple, des livraisons d'avions à distance. Ça peut vous faire marrer, mais normalement, le client vient, fait 15 fois le tour de l'avion, et puis il veut tout voir, tout sentir, tout toucher. On a réussi, avec les moyens digitaux, à finalement faire accepter l'avion par le client à distance, et ensuite on lui amène. On a lancé des conversions de cabines en mode assez digital, le client n'ayant pas forcément l'occasion de venir facilement nous voir, des conversions à distance chez le client ou sur des avions prêts à livrer de cabines en capacité cargo, qui, par les temps qui courent, avec le nombre de passagers qu'on peut transporter, il y a une vraie carence en capacité de transport de cargo. Donc les clients ont eu besoin de convertir leurs avions. Et puis, last but not least, une initiative de grande échelle qui est un peu internationale et qui croise le secteur, mais on a pris notre part avec nos clients, qui s'appelle Keep Trust in Air Travel, qui est une façon de trouver tous les leviers qu'il faut pour ramener les gens à bord des avions, trouver les bons corridors aériens avec le bon niveau de la bonne garantie. Alors, on n'y est pas, c'est malheureusement pas au gré du rebond du Covid, ça marche pas très bien, mais ça nous a rapprochés de nos clients dans un mode très très numérique. On a fait une quantité de e-customer team pendant lesquels j'ai dû raconter aux clients qu'est-ce qu'on faisait pour eux, et j'ai pu me faire engueuler par les clients parce que ça n'allait pas assez vite, qui était, je pense, une bonne façon d'introduire un dialogue dans la difficulté avec nos clients, qui permettra, je pense, de sortir plus fort dans cette relation-là. La crise, on a vu, c'était beaucoup d'impact sur les modes de fonctionnement dans l'entreprise et dans les équipes, mais c'est aussi un impact sur les technologies. Et on a pu voir que du fait de la crise du Covid, il y a eu un renforcement de la volonté politique d'adresser les changements climatiques et de favoriser les technologies visant à réduire les émissions dans les transports. Et j'entendais encore ce matin que
et ça touche tout le monde, hein. Les gens se plaignaient des SUV, qui étaient le deuxième contributeur derrière le transport aérien. Et on voit qu'il y a des plans comme le CORAC qui concentrent en fait le soutien des États pour la prise économique, qui vont aider à soutenir ces développements. Et donc, vous avez fait des annonces, Guillaume Faury, et ensuite toi, Jean-Brice, il y a 2 semaines, vous avez fait des annonces qui sont fortes, hein, sur le développement de 3 concepts pour aller vers un transport aérien décarboné. Et j'aimerais savoir si tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui. Oui, en fait, on va peut-être revenir sur le constat. Le constat, c'est que l'aviation est vue comme un vecteur très polluant. Ce que j'ai coutume de dire, c'est que c'est à la fois injuste et injustifié. Alors le point positif d'avoir cette discussion avec Gilles, c'est qu'on n'est pas vraiment concurrent de la voiture, on est concurrent du train. On a peut-être un concurrent commun, mais c'est assez injuste que l'aviation finalement a fait des efforts et on peut considérer qu'on a réduit de 80% à performance équivalente les émissions de CO2 dans l'aviation depuis 50 ans. On ne serait pas du tout 2% du CO2 mondial aujourd'hui si l'aviation n'avait rien fait. Mais on s'est amélioré, comme tous les secteurs se sont améliorés. Et si on regarde une comparaison simple, il y a 15 ans, on était 2%, aujourd'hui, on est 2%. Pourtant, l'aviation a doublé. Donc, ça prouve qu'on reste un petit joueur, mais un joueur très visible. Et donc, manifestement, il y a une forme de sensibilité vis-à-vis de ce que l'aviation apporte à la société d'une part, mais à l'environnement d'autre part. Donc, on y travaille, c'est notre devoir. Et l'hydrogène dont on a parlé il y a 2 semaines est un petit peu l'aboutissement. Le vol à l'hydrogène, c'est effectivement le vol, y compris en brûlant l'hydrogène dans les moteurs, sans nécessairement parler de pile à combustible, qui n'émet pas de CO2, je veux dire par nature, qui éventuellement, si on le brûle dans les moteurs, émet des NOx, mais on n'est pas forcément très clair en altitude sur l'effet des NOx. Il y a des effets positifs et négatifs. Et qui émet beaucoup moins de poussière. Donc, c'est une solution qui est quand même très séduisante. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'avion, parce que c'est cryogénique. C'est naturellement compliqué pour la chaîne d'approvisionnement, mais c'est ça le défi, quoi. Et je pense que l'hydrogène, globalement, est un défi sociétal. Et ce ne sera pas le seul. Pour l'avion, et il faut quand même regarder de façon évidente qu'on ne volera pas l'hydrogène long courrier de sitôt. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à améliorer nos avions. Et chaque génération, on peut faire un saut de 20 à 30%. Ça veut dire qu'il faut axer aussi ça sur les biocarburants. L'aviation est, je pense, le client le plus critique des biocarburants. Et là encore, il y a une question de disponibilité de la ressource à l'échelle. C'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui fait l'objet qui alimente certaines des critiques qu'on entend, hein, suite à nos annonces et qui pousse globalement à une décroissance de l'aviation. Nous, on pense plutôt qu'il faut être dans une logique gagnante, que dans 4 ou 5 ans, on aura, nous, d'une part, fait le tour des technologies pour regarder quel sera l'avion à l'hydrogène, et qu'en même temps, on aura fait le tour avec les énergéticiens de comment s'y prendre. Quelles sont les bonnes formules pour produire de l'hydrogène, sans oublier en parallèle les carburants alternatifs. Donc, on a un panel de solutions pour l'aviation qui nous rend assez plein d'espoir. Le problème, c'est un problème de temps et d'argent. Et les gouvernements, effectivement, pas que la France, hein, les 4 gouvernements Airbus y contribuent. En France, ça s'appelle le CORAC, effectivement, c'est le cercle qui gère la recherche aéronautique française et qui permet non seulement à Airbus de préparer la suite, mais aussi à Dassault pour l'aviation d'affaires, à Airbus Hélicoptère pour les hélicos, à des gens comme Daher pour l'aviation générale, en visant de l'aviation verte dans un horizon pas trop lointain. En fait, sur l'automobile, c'est un peu la même chose, hein. Il y a eu des annonces qui ont été faites, un plan national hydrogène avec des milliards, donc un peu plus de 7 milliards qui sont prévus d'investissement d'ici 2030 et la moitié d'ici 2023, avec un objectif de développer une filière française sur le sujet. Et c'est vrai que la PFA, la plateforme de la filière automobile, elle préconise le déploiement de l'hydrogène principalement sur la partie mobilité professionnelle, donc les véhicules utilitaires légers, les bus, les camions à usage intensif, avec la volonté de résoudre à la fois les défis écologiques, technologiques et économiques. Et je voulais savoir comment Renault s'était engagé dans cette voie. Oui, bon, d'abord, Renault aujourd'hui fait déjà de l'hydrogène, hein. On a des Kangoo et l'année prochaine, on lancera un Medium LCV à hydrogène. Pour l'instant, ce sont des range extenders, hein. Ce sont des petites piles
quelques kilowatts. Et donc, évidemment, c'est d'abord un véhicule électrique, mais avec un range extender hydrogène. Alors, moi j'élargirais un peu la réponse à ta question avant de plonger sur l'hydrogène. En fait, les NOx, Jean-Brice, on pourra en discuter parce que je connais bien le traitement des NOx, en tout cas sur le plan LVH. Donc, ça serait intéressant qu'on ait un échange. Mais en fait, il faut une offre technologique relativement complète pour faire face à nos échéances à la fois réglementaires, mais même au-delà de ça, pour baisser la contribution automobile et du transport au sens large sur l'environnement. Et ça, c'est fondamental parce que c'est après tout la mission de notre entreprise, c'est de continuer à offrir des capacités de déplacement bon marché, accessibles au plus grand nombre, et tout ça en améliorant notre bilan carbone et nos bilans émissions. Donc, pour ce faire, il n'y a pas une réponse, il y a plein de réponses. Aujourd'hui, on a massivement déployé chez Dacia le GPL. On a, vous le savez, Renault est leader en Europe en termes de nombre de véhicules électriques vendus, et la Zoé, on va faire plus de 100 000 Zoé cette année, donc c'est remarquable. Et on vient de lancer une technologie toute récente qui est vraiment remarquable à tout point de vue, qui s'appelle E-Tech, qui sont des hybrides, soit full hybrides, soit hybrides rechargeables, qui ont un compromis efficacité, agrément et émission qui est vraiment de premier niveau. Alors, évidemment, à l'intérieur de cette panoplie, l'hydrogène est une solution. Alors, quand on regarde, c'est en fait la panacée, parce que c'est quoi une voiture à hydrogène? C'est d'abord une voiture électrique et qui rejette de l'eau. Bon, évidemment, ça, c'est vu de l'environnement de base. Après, il faut étendre un peu le scope. Et si l'hydrogène qu'on lui injecte, c'est de l'hydrogène qui est fait par du cracking du méthane, on a un petit problème parce qu'on est revenu à la question de l'origine de l'hydrogène. Donc, c'est vrai qu'il y a des plans. Il y a des plans au niveau européen. Il y avait déjà des plans au Japon importants. Il y a des plans en Allemagne. Mais tout, je dirais, on peut même l'étendre aussi pour l'électrique, hein, mais tout dépend de l'origine de l'hydrogène. Donc là, c'est vrai qu'on privilégie plutôt les LCV, donc les Light Commercial Vehicles. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a toute une logique. Genre, plus la voiture est lourde, plus elle a un usage important en termes de charge, moins ça fait sens de mettre une voiture électrique. Simplement parce que si on prend un master et qu'on fait rouler 500 km, il faut 150 kWh de batterie. Et là, aujourd'hui, dans les techniques actuelles, ça ne boucle pas parce que c'est un peu comme un avion qui voudrait décoller à l'électrique. On voit bien qu'on a besoin d'une puissance instantanée très forte et ce n'est plus un problème d'énergie, c'est un problème de couplage entre l'énergie et la puissance instantanée. Et donc là, c'est pareil. Et donc, il n'y a pas de vraie bonne solution pour un master qui transporte 5 tonnes de matériel et qui a beaucoup de kilomètres. Donc, l'hydrogène est la solution, et c'est d'autant plus la solution, d'ailleurs on le voit dans les camions, qu'on a affaire à des charges importantes, à condition que l'énergie soit propre et à condition qu'on n'ait pas besoin d'un réseau trop développé. Et c'est pour ça que les LCV, donc les véhicules utilitaires, font sens, parce qu'on peut avoir des clients qui font la tournée du laitier, la poste, et avec donc les voitures qui reviennent ou les camions qui reviennent au même endroit et qui donc ne nécessitent pas un réseau très dense, mais viennent se faire recharger, parce que je rappelle qu'une recharge hydrogène, c'est à peu près 1 million d'euros, donc ce n'est pas donné, et il faut le prendre dans le business case. Donc aujourd'hui, on travaille dans ces domaines. C'est clairement vers le développement des LCV hydrogène que l'on va, même si en même temps, parce que vous savez, les pouvoirs publics, ils ont tendance à sauter d'un cheval à un autre, hein, même si en même temps, compte tenu des ambitions que nous avons tous en termes de baisse de CO2, on continue à dire que pour tout le monde, pour rendre le véhicule électrique attractif au plus grand nombre, il faut développer des bornes de recharge. C'est une condition sine qua non, et ne nous trompons pas de priorité. Aujourd'hui, tous les automobilistes ont fait les investissements dans la voiture électrique. Il y en a maintenant un grand nombre en offre. Il faut maintenant que ces voitures se vendent. Et donc, pour ce faire, il faut que les aides soient fléchées vers d'abord le réseau
de recharge électrique et évidemment en commençant l'hydrogène avec une courbe d'apprentissage pour les véhicules utilitaires. Donc voilà en gros la stratégie que nous développons. C'est vrai que pour rebondir sur la partie électrique, hein, je pense qu'il y a aussi des annonces, et j'ai une question un peu plus spécifique sur les annonces de Renault de créer 4 marques séparées. Est-ce que tu penses qu'il y aura par exemple une différenciation aussi au niveau charge avec les clients Alpine qui auraient accès à des clubs VIP tels que a pu le faire Tesla auparavant, où il n'y a pas encore de stratégie globale sur le sujet? Non, moi aujourd'hui, je veux mettre de l'ingénierie là où il y a du business. D'accord? Donc, Plutôt Dacia que Alpine. comme je dis à mes équipes, vous n'êtes pas des victimes. Et donc ça, à tout bon ingénieur, je lui dis qu'il ne doit pas être ingénieur, il doit être ingénieur business. Et ça, c'est fondamental. Donc c'est penser au client, poser 4 fois la question du pourquoi. Hein. Généralement, un maître d'ouvrage qui tient les 5 pourquoi, c'est plutôt correct. Par contre, il faut le faire. Si vous avez des développements sur lesquels il n'y a pas de valeur, il ne faut pas les faire. Donc moi, aujourd'hui, je n'irai pas vers un réseau de recharge dédié si je ne suis pas sûr qu'il y a de la valeur. Et je préfère aujourd'hui, le défi, hein, c'est de rendre le véhicule électrique populaire, pas pour des early adopteurs. Il faut que ça devienne la voiture de monsieur et madame tout le monde. Et ce qui est important, c'est que quand on a goûté à l'électrique, Jean-Bry, je peux te faire un prix si tu veux. Hein. Quand on a goûté à l'électrique, on n'y revient pas en arrière. Donc ça, c'est un signal très fort, mais ne nous trompons pas. C'est pas des voitures à 100 000 euros qui feront le développement ou 70 000 euros qui feront le développement de l'électrique. Ben, juste pour conclure sur la partie technologique, je pense qu'on a parlé en effet d'électrique, hydrogène, et aussi des biocarburants, mais aussi des initiatives. Et je pense que dans le trafic aérien, il y avait tous les projets César, si je ne me trompe pas, Jean-Brice, qui traitait aussi de tout ce qui était euh, trafic aérien, prévision de trajectoire en 4D. Et aussi, vous avez fait des annonces sur le Fellowfly récemment, qui peut faire écho au platooning sur la partie automobile. Est-ce que c'est des moyens qui, pour toi aussi, ont une vraie contribution à la réduction des émissions et donc globalement de la consommation? Oui, oui, clairement, clairement. Bon, pour commencer, je veux dire à Gilles que mon père roule en Zoé. Ah, super! Et que, bon, moi, je roule aussi en électrique, mais effectivement, c'est pas la même marque. C'est pas grave. C'est mon côté geek qui a parlé, tu vois ce que je veux dire. Pour répondre à la question d'Alex, oui, en fait, de toute façon, quand on parle d'hydrogène, je pense que Gilles a exprimé un certain nombre des étapes à franchir. On voit bien ce que l'automobile fait. L'hydrogène, on y arrivera. Les aéroports, c'est une structure un peu particulière, donc on peut imaginer de la distribution d'hydrogène vers les aéroports, voire même des proximités d'aéroports pour en produire. Il faut autre chose. Il faut autre chose à court moyen terme. Les biocarburants, je les ai évoqués, on n'y reviendra pas. Il y a un peu la même problématique, mais il faut quand même savoir que nos avions peuvent aujourd'hui voler avec 50% d'incorporation de biocarburants et demain avec 100. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très disponibles à la pompe. Donc, il faut qu'on aille vers un taux d'incorporation forcé, comme on l'a fait pour la voiture, d'un certain nombre de types de carburants. Ensuite, ce que tu évoques, je vais être très rapide dessus. L'optimisation des opérations au sens large est un vrai générateur d'économie. Alors, il y a le truc très simple. Hein, je donne 2 exemples. Le premier, c'est les avions qui font des tours en rond au-dessus de Roissy. Je pense que qui ne l'a pas fait? Où on a le pilote qui est un peu gêné, nous dit ouais, alors je suis désolé, mais j'ai pas ma clearance. Bon, ça, honnêtement, c'est le 9e siècle de l'aviation. Donc, ça, César, des programmes de digitalisation du contrôle aérien sont les programmes qui portent la digitalisation, la modernisation et la gestion de l'aviation, qui est, contrairement à la gestion automatisée éventuelle d'un trafic routier, c'est facile. Je veux dire, c'est juste des quelques objets en l'air. Le seul problème qu'on a, c'est plus l'organisation générale du contrôle aérien qui est gérée par pays. Et vous savez probablement tous, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qu'à Roissy, les contrôleurs se passent des petits papiers. Quand un avion arrive dans la zone de Roissy, il y a le contrôleur qui le prend, qui arrive de loin, qui passe le petit papier.
à celui qui gère l'avion de près, et ensuite il y a celui qui gère l'atterrissage, et ensuite il y a celui qui le gère au sol. C'est rien contre les contrôleurs, hein, ils sont très compétents, mais ils travaillent avec des outils qui ne sont pas les bons. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle Fellow Fly, qui est le vol en formation, à l'imitation des oies sauvages en migration. On a pu constater en faisant des essais chez nous qu'on gagnait jusqu'à 10% de consommation en mettant un 350 dans le sillage d'un 380. Et donc, on pousse ce sujet-là. Alors, c'est l'avion. Finalement, apprendre à l'avion à voler dans le sillage au bon endroit, dans les vortex de bout d'aile de l'avion de devant, ce n'est pas le plus compliqué. Après, c'est effectivement du logiciel de contrôle aérien et puis des procédures opérationnelles à mettre en place. Donc, on a un projet en cours avec un certain nombre de compagnies aériennes et d'autorités de contrôle aérien qui vont nous permettre de pousser ça avec une idée un timing type d'entrée en service en 2025. Et là, on commencera par de l'océanique, parce que c'est le plus simple. Il y a pas mal d'avions qui croisent les océans les uns derrière les autres, quelque part. Alors, on va les mettre à côté. Il faut gérer le partage de la valeur entre compagnies aériennes. Mais on est dans des ordres de grandeur de 5 à 10% de conso. C'est quand même sur des vols longs. C'est quand même... Merci. Je vais attaquer la dernière séquence. C'est toujours un petit thème quand même qui devient de plus en plus présent, c'est les réglementations. En fait, sur la partie aéronautique, il y a eu, je pense que ça a toujours été l'inducteur principal pour le développement, de garantir le niveau de fiabilité. Et il y avait des procédures de certification et d'attestation qui sont essentielles pour garantir que les process sont suivis, que les avions sont développés conformément. Et on voit que dans l'automobile, il y avait beaucoup de normes à respecter, et qu'on voit apparaître maintenant des processus qui sont certifiés, une approbation par type, notamment pour la cybersécurité. Et donc, est-ce que vous voyez une convergence entre les différents mondes et surtout aussi quel est l'impact pour les produits et les utilisateurs de ces produits, de ces normes? Je ne sais pas si Gilles veut commencer. Écoute, d'abord, le système de réglementation et d'homologation automobile est assez différent de par le monde. Hein. On est dans une logique de self-certification aux États-Unis. Alors, c'est vrai et en même temps sur toute la partie sécurité, émissions, sécurité au sens crash, hein, et émissions, c'est complètement contrôlé. Dans le reste du monde, la Chine, le Japon, l'Europe, on est dans une logique où en fait un laboratoire agréé fait un certain nombre de tests sur des voitures dits représentatifs avec des voitures ou des composants d'ailleurs. Il y a une centaine d'objets réglementaires dans une voiture et puis à peu près 50, alors suivant les voitures, entre 49 et 53 démarches d'homologation. Et donc, le laboratoire fait le test d'une voiture représentative avec un dossier d'homologation qui garantit la conformité. Et à partir du moment où tous les tests sont positifs, il prend sa grosse agrafeuse, il assure, si je prends l'Europe, hein, il assure donc l'UTAC pour ne pas le nommer, il assure l'assemblage du dossier qu'il transfère à la Direction générale de l'énergie et du climat et qui donne un numéro de l'homologation européen qui est valable dans tous les pays. Donc ça, c'est la logique. Et donc, évidemment, derrière, il y a de la conformité. Récemment, là, depuis septembre, il y a de la conformité produit également qui est vérifiée systématiquement. Et donc, ça, c'est la démarche. Mais quelque part, la logique, c'est qu'à partir du moment où on est conforme que le véhicule qu'on produit tous les jours est conforme à l'étalon qu'on a donné pour faire l'essai et conforme au dossier d'homologation, je dirais que la production est conforme et homologuée. D'ailleurs, on ne peut pas produire si on n'a pas évidemment la réception communautaire. Alors, c'est vrai que les choses évoluent. Et moi, je pense que c'est très bien parce que ça évolue pour plus de transparence. Vous le savez, il y a eu une crise qui n'est pas finie d'ailleurs, qui a secoué le monde automobile avec un acteur allemand bien connu, leader du marché en Europe, et qui a clairement mis l'opprobre sur toute la profession, soyons clairs. Et aujourd'hui, le rapport de rappel, je dirais, que l'on peut avoir dans une logique de visibilité
qui est utile à l'industrie. Hein. Un cycle automobile, c'est entre 4 ans et 5 ans. Et clairement, quand une réglementation arrive, compte tenu des délais industriels, il faudrait l'avoir au moins 5 ans avant le lancement des premières voitures, dans ce qu'on appelle les nouveaux types. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si je fais quelque chose d'assez simple, la norme qu'on appelle Euro 6 actuelle, en fait, ça va devenir 3 normes qui changent tous les 2 ans, pour lesquelles la totalité des couples voitures powertrain doit être revue tous les 2 ans. Donc, c'est un cash burn énorme pour des enjeux qui sont sensibles, je n'y disconviens pas, mais qui sont d'un ordre de grandeur relativement faible par rapport aux dépenses engagées et en tous les cas qui ne permettent pas réellement de faire des grands sauts. Il faudrait mieux qu'on ait plus de visibilité et avec des sauts peut-être plus importants de manière à pouvoir s'y préparer. C'est vrai, évidemment, pour le bénéfice des entreprises, mais c'est aussi vrai pour les clients parce que quand on n'a pas le temps et qu'il faut aller très vite pour faire des solutions, on fait de l'over-engineering et donc tout le monde pâtit. La société en pâtit, mais également les clients parce que les objets sont plus chers. Alors là, on rentre dans une nouvelle norme en termes de cybersécurité, parce que je pense que c'est à ça que tu veux faire allusion. Et donc, on valide un système et en même temps, chaque véhicule fera l'objet d'un test unitaire, exactement comme j'ai cité les 40, comme on fait un crash frontal, comme on fait une mesure d'éclairage de la lanternerie, etc., etc. Donc tout ça se développe. Le monde devient très, très réglementé. Et quelque part, et c'est vrai aussi pour le consumérisme, je ne sais pas comment c'est dans l'aéronautique, mais quelque part, les problématiques de coût-bénéfice ne sont jamais, enfin, je trouve, ne sont pas vraiment abordées. Et c'est un vrai souci parce que, alors pour la cyber, évidemment qu'il faut y aller, mais tout se sévérise. On est en train de préparer, juste pour donner un exemple, ce qu'on appelle le GSR2, donc Sécurité Générale du Produit, qui va arriver en 2022 pour les nouveaux types, et l'ébauche a été publiée en juillet dernier. D'accord? Donc, je vous rappelle que je vous ai indiqué que le cycle automobile, c'était entre 4 et 5 ans. Donc, l'ébauche réglementaire, mais qui est énorme. Et dans cette ébauche réglementaire, on a 2 ébauches de règlement qu'on ne sait pas passer techniquement. Et on est à 2 ans, allez, 2 ans et demi, si je suis gentil, de leur première application. Donc, on a un vrai problème. On a un vrai problème d'un monde hyper réglementé. Moi, j'ai pas de problème. Évidemment, tout le monde est pour l'amélioration continue. Je pense quand même que les interrogations sur le coût-valeur aujourd'hui n'existent plus, en tous les cas, dans le monde des autorités qui nous entourent. Donc, ça m'intéresse d'ailleurs d'écouter Jean-Brice là-dessus, parce que je ne sais pas si c'est la même chose dans le domaine de l'aéronautique. En fait, c'est un peu différent. L'aéronautique est très réglementée depuis toujours. Donc, on est certifié, chaque type d'avion est certifié au sens où pour obtenir la certification, il faut passer un nombre d'essais incroyable. C'est très prescriptif, partant du principe que, au départ, l'analyse du risque, elle est assez simple, quoi. Un avion qui tombe par terre, c'est quand même quelque chose qui ne doit pas arriver. Boeing, à qui c'est arrivé 2 fois sur le même type d'avion récemment et qui devrait revoler le mois prochain d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Donc on est très réglementé, ça a été très incrémental et c'est relativement aligné dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a pas, il y a un peu de spécificité, mais globalement, c'était à l'origine l'administration américaine, la FAA. On a depuis maintenant une vingtaine d'années une administration européenne, le HASA, qui est né assez récemment et qui, du coup, est assez adulte dans sa façon de gérer les choses, assez dynamique. Donc, on ne se plaint pas trop de ce côté-là. Je pense que les règles de certification nous ont plutôt aidé à grandir et aidé à avoir un taux de sécurité de l'aviation qui est record, quoi. En revanche, face à des nouveautés, on voit les limites. Et ce que tu décris là, le rapport coût-bénéfice est assez peu évalué.
sauf aux États-Unis, où dans les statuts de l'administration américaine, la dimension économique de l'impact d'une mesure doit être prise en compte par l'administration, par la FAA. Ce n'est pas le cas en Europe. Donc de temps en temps, en Europe, on se retrouve un peu planté à devoir avoir ce type de discussion, mais je dirais qu'on a une assez bonne maturité. Donc on s'en sort en général jusqu'à aujourd'hui. Et c'est même l'agence européenne qui a pris les devants en disant, bon, maintenant, on va arriver avec une dynamique de modification, notamment avec le cyber, avec tout ce qui est système. Ça va de plus en plus vite. Il faut qu'on trouve une façon différente de le regarder. On est parti vers ce qu'on appelle une performance-based certification ou risk-based. Donc, on n'est plus tellement... On essaye de sortir d'une logique très prescriptive. Tu dois me montrer que ton avion à Mach 0,84, il n'a pas de flotteur, etc., à plutôt une analyse de risque. Et ensuite, une standardisation qui est dans les mains des industriels, qui permet qui peut évoluer plus vite, mais qui est surtout dans les mains des industriels, donc qui correspond à une réalité. L'autorité étant elle-même détentrice de la loi. Alors ça, c'est l'intention, on n'en est pas tout à fait là, mais c'est l'intention pour justement s'accommoder d'évolutions de systèmes qui sont beaucoup plus rapides que nos évolutions traditionnelles, et on est plus lent que la voiture encore, donc on est encore un cran plus loin vis-à-vis de ces évolutions-là, et puis toute la dimension cyber, et bon, ces derniers temps, on y a ajouté la couche santé, qui était déjà assez présente post-SRAS, mais qui là va monter encore d'un cran. Donc on a un système de certification qui est assez bien établi et qui évolue. Quand je vais donner un exemple bête, hein, mais quand on s'est aperçu en hélicoptère, c'était mon job de l'époque, quand on s'est aperçu en hélicoptère que les gens qui volaient avec des iPads dans les petits hélicoptères civils de balade, j'allais dire, que les gens qui volaient avec des iPads absolument pas certifiés, avec des cartos sur leurs iPads, avaient beaucoup moins d'accidents que ceux qui volaient avec le bigelot réglementaire dans le cockpit, parce que l'iPad était incertifiable dans un hélicoptère. Ça a un peu remué les certitudes de tout le monde. Et donc, ça a poussé à vraiment prendre conscience du besoin de certifier différemment. Et alors, pour les petits hélicoptères, clairement, à l'époque, certainement pas avec un coût prohibitif. Je vais être obligé d'avoir le mauvais rôle, hein, parce qu'en fait, on arrive à la fin de cette masterclass. Et je voulais vous donner la parole un peu plus largement sur comment vous voyez l'évolution de l'ingénierie et quelle ambition vous portez aussi d'un point de vue défi que doivent relever d'un point de vue humain ou technologique vos équipes dans les 10 prochaines années. Donc, en 2 minutes chacun, si possible. Et je laisserai la parole à Jean-Brice en premier. Bah, écoute, nous, un de nos axes forts, c'est d'être responsable. On est aujourd'hui dans Airbus, et bon, Alex, tu connais, tu y as été. On est aujourd'hui dans Airbus un centre d'exécution, en gros, pas mal aux ordres d'autres directions de l'entreprise qui ont en rôle porte-monnaie. On doit, c'est pas nous qui touchons l'argent de nos clients ou des États, mais on doit de plus en plus être responsable de ce qu'on fait, être capable d'aller vite, avec une certaine appropriation. Le terme accountability en anglais colle bien, mais en français, on pourrait simplement dire un sens de la responsabilité. C'est le premier axe. On est face à des défis techno qui sont assez uniques. On a la révolution digitale, dont on a parlé en filigrane, et la révolution verte, qui sont deux qui doivent se combiner d'ailleurs pour préparer l'avion de demain. Donc ça c'est le besoin, et l'engineering d'une grosse entreprise comme Airbus doit se tourner vers ça. Et puis, il y a un élément assez important à prendre en compte, c'est qu'on a une nouvelle génération qui arrive, qui ne commence pas à arriver, qui est déjà arrivée, qui a des attentes assez différentes, qui a éventuellement ce machin-là greffé à la main, une capacité multitâche, une façon de penser, une éducation très différente, et c'est un fait. On a dit dans des cadres différents, on a appris nos métiers différemment, il faut le prendre en compte. C'est la génération YZ, peu importe le nom, a un niveau d'attente différent, va tomber dans des panneaux dans lesquels nous, on ne tombe pas, parce qu'on est devenu vieux et on sait tout faire, mais va aussi apporter des choses que nous, on n'apporte pas. Et on a besoin de favoriser l'incorporation de la nouvelle génération, et je pense que tous les moyens, tout ce dont on a parlé jusque-là,
c'est des cadres dans lesquels il faut arriver à faire GIF multigénérationnel. Je pense qu'en tout cas pour Airbus, ça ne marchera que si on arrive à bien mélanger le savoir des anciens, qui avec les plans sociaux vont en plus partir un peu plus vite que prévu, et la force de frappe, la compétence, l'énergie et la motivation de la jeune classe d'ingénieurs 25-35, avec évidemment tout le panel intermédiaire par classe d'âge. Donc voilà le cadre général. J'ai peut-être pris un peu plus de 2 minutes. Non, 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 pas du tout. Gilles? Oui, eh ben, écoute, bon, c'est la question à 100 millions de dollars. Oui. Enfin, bon, là, ça fait 9 mois que j'ai rejoint le groupe Renault. On a mis en place un plan, je crois, qui résume, qui est une bonne réponse à ta question, qui s'appelle les 3 P, People, Product, Performance. Donc, People, parce qu'on ne fait rien chez les hommes, sans les hommes, pardon. Et clairement, tout ce qu'on a appris dans la crise Covid, il faut en faire une opportunité, c'est-à-dire plus de temps pour soi, plus de temps actif dans l'entreprise et une efficacité complète, la décision au bon niveau, et ça, notamment la génération Y l'appelle absolument. Donc, il faut que l'agilité permette de le donner. Donc, ça, c'est les people, des gens motivés, compétents et qui ont la capacité de décider à leur niveau, c'est important. Product, ben, c'est pour ça qu'on est là. Et donc, moi, mon ambition, c'est de transformer l'ingénierie de Renault d'un centre de coût à un centre d'investissement. Parce qu'on est tous, toi aussi, Jean-Brice, tu as tes directions de programme, ben moi aussi, mais il faut qu'on soit vu comme un investissement et non pas comme une dépense. C'est un point qui est extrêmement important. Et évidemment, pour ce faire, il faut qu'on tienne nos délais, nos qualités, il faut qu'on tienne nos tickets d'entrée qui sont toujours trop chers. Donc, c'est la digitalisation. Mais il faut d'abord qu'on délivre des produits qui se vendent et qui font plaisir à nos clients. Il faut que les gens viennent faire la queue pour acheter les voitures. C'est vraiment mon ambition pour les futurs véhicules du groupe Renault. Et puis enfin, la performance, donc le défi que j'ai donné moi à mon équipe, c'est simple. Je veux être sur le podium dans 3 ans de l'efficacité engineering mondiale. Ça ne va pas être facile, mais aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les équipes, on a toutes les conditions pour le faire. Il faut un peu de discipline, un peu de directivité, un peu de savoir où on veut aller. Et je pense que c'est un point extrêmement important parce que si on n'est pas efficace et que, si je fais un peu de thermodynamique, l'énergie interne, elle est toujours là. Le problème, c'est que l'enthalpie est trop faible et que l'entropie a tendance à se généraliser. Donc, pour avoir à ISO énergie interne un maximum d'enthalpie, il n'y a pas de secret. Il faut être bon, savoir ce qu'on fait et le faire bien. Voilà ce que je dirais en conclusion. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Brice et Gilles. Dynamique, vraiment. Et au nom de PwC et puis en mon nom, j'aimerais vraiment vous remercier. C'était vraiment une conversation extrêmement agréable. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai même juste surveillé le compteur pour être sûr de ne pas trop déborder. Et je suis convaincu que toutes les personnes qui ont pu assister à cette masterclass auront passé un excellent moment aussi et seront à même de mieux comprendre les enjeux de l'ingénierie pour les 10 prochaines années. Et j'espère que cela suscitera aussi des vocations parce qu'on a besoin de jeunes ingénieurs, comme vous l'avez dit, et qui soient engagés pour le futur. Je voudrais remercier Sophie, Philippe, Sophie, Adrien, Yann, Michael, Eric Amparo sans qui cette masterclass n'aurait pas pu prendre forme. Je voudrais aussi remercier mes collègues qui m'ont apporté une aide précieuse. Et puis surtout, merci à vous tous d'avoir assisté à cette première masterclass. Elle a été enregistrée et sera disponible sur les sites PwC, Airbus et Renault afin que tout le monde puisse en bénéficier après ce direct. Donc, veuillez rester en ligne. Il y aura un petit questionnaire pour évaluer cette webcast, pour y exprimer votre avis. Et puis, au revoir, à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs privilégiés. Au revoir. Au revoir.